l'immoralité qui est en train de se mettre en place. Bien entendu, on a entendu tous les réseaux associatifs mobilisés pour la défense de la famille s'épouvanter, à juste titre, du fait que Nayab Vallaud-Belkacem est devenu ministre de l'Éducation nationale. Mais, somme toute, ceci ne peut être compris, et cette confirmation de la sorte de la volonté du gouvernement d'entériner la théorie du genre, l'idéologie du genre dans l'éducation nationale, ceci ne peut être compris que parce que la théorie du genre, l'idéologie du genre est voulue par le nouvel ordre mondial. Que ce n'est pas une lubie franco-française, mais que cela entre dans un plan beaucoup plus global, défini il y a de cela déjà de nombreuses années par des organismes internationaux. Je voudrais commencer par vous livrer une citation. Elle date du 20 octobre 1992. C'est un rapport consacré à la perspective du gender dans les programmes de planning familial, publié par un organe technique de l'ONU intitulé Nations Unies pour l'aide à la population. Et donc ce document publié le 20 octobre 1992 dit notamment que leur objectif est moins de chercher à réduire la fertilité au sein des rôles de genre existants qu'à changer le rôle de genre afin de réduire la fertilité. On voit que dans toute cette optique, il y a une convergence, une collusion de forces disparates qui vont des socialo-communistes révolutionnaires aux libéraux libertaires, en passant par les financiers apatrides, les mondialistes cosmopolites, les loges maçonniques, les fondamentalistes laïcs, les gourous du New Age, les mouvements féministes, les organisations LGBT, les pornocrates et les pervers polymorphes, tous ayant pour ambition commune un monde sans Dieu. Parce que la volonté de ce nouvel ordre sexuel mondial, en pervertissant l'humanité, en voulant l'encourager à se livrer à tout ce qui est contre nature, et même à autoriser ce qui aujourd'hui encore relève de l'acte criminel en matière de sexualité et de déviance sexuelle, eh bien tout cela est envisagé par ces mondialistes comme une façon de, entre guillemets, libérer les individus. Les libérer de quoi? Eh bien les libérer, bien entendu, de Dieu. Parce que lorsque ces mondialistes auraient obtenu de vous réduire au stade le plus animal, et on verra, je vous citerai quelques déclarations extrêmement explicites en ce domaine, eh bien, on vous coupera non seulement de Dieu, mais de tout ce qui fait de vous un être civilisé, et on vous réduira à ce qui, au stade le plus animal, permet de vous maintenir dans une forme d'esclavage dont les multinationales pourront profiter avec beaucoup de zèle. Cette idéologie du genre, elle s'avance à travers toute la planète sur base de deux absolus qui sont la liberté et l'égalité. Évidemment, c'est très subtil, c'est très intelligent, parce que ça signifie que, de facto, tout opposant à cette idéologie du genre devient donc un adversaire des libertés et de l'égalité, donc un fasciste en puissance, donc quelqu'un
qui n'est plus crédible et à qui il faut couper la parole, comme on le voit encore aujourd'hui, en nous éjectant à la rue, comme si nous étions des parias qui ne pouvaient plus obtenir une salle, même en payant pour cela. Alors, au nom de la liberté, eh bien, on veut donc effectivement vous réduire au stade le plus animal, et je vous cite un éditorial de la revue Psychologie. Alors la revue Psychologie, elle est destinée avant toute chose aux femmes modernes pour leur permettre de trouver les petites recettes pour être épanouies. Et dans son édition du mois d'août de l'année dernière, l'éditorialiste nous propose quelques règles pour l'avenir. Je cite: accueillir ce que nous avons de plus animal et ce qui nous semble en contradiction avec ce qui fait de nous des êtres civilisés. Voilà. C'est dit, c'est explicite. Mais c'est dit non seulement par quelques plumitifs complices, mais c'est dit aussi bien sûr par différents responsables des officines mondialistes. Je vous citerai bien sûr Jacques Attali. Pierre Hillard nous a parlé de Jacques Attali tout à l'heure. Vous savez que Jacques Attali, c'est cet homme qui a cette mission permanente d'être l'interface entre l'Élysée et les cercles mondialistes. À l'Élysée, que l'on soit de l'UMP ou du PS, Attali est toujours en place. Attali est toujours là pour aller frapper à la porte du président de la République et lui rappeler ce que dans les cercles mondialistes, dans les officines et dans les groupes proches des Rothschild, on donne comme consigne. Et Jacques Attali a, il faut le reconnaître, un grand avantage, c'est sa franchise. Il dit les choses de façon déconcertante, il annonce à l'avance tout ce qui va se mettre en place, certain que de toute façon le rouleau compresseur que nous avons face à nous va imposer ce plan et que nous n'avons plus les moyens de nous y opposer. Alors Jacques Attali, lors d'une interview à la télévision, déclarait notamment que le XXIe siècle sera celui, je cite, de l'amour multiple, de la polyunion, de la polyfidélité et du polyamour. Alors vous avez là un bel exemple de ce que l'abbé Laurence appellerait un oxymore. Vous savez, un terme totalement contraire, le cercle carré, la polyfidélité. Dans le monde de demain, vous serez fidèle à votre nombre infini de partenaires. Partenaires qui seront transgenres, qui seront agenrés. Si vous voulez être dans l'air du temps, il faut vous préparer à être open, bien sûr, open à tout. Les hommes, les femmes, les transgenres, les agenres, et peut-être demain les animaux pour faire bonne figure. Tout un vocabulaire a été mis en place à ce niveau-là. Avez-vous déjà entendu parler du trouble? Le trouble, curiosité, n'est pas une invention d'un obscur militant LGBT, non. Le trouble fait désormais l'objet de publications universitaires. C'est un concept vanté dans le monde académique pour vous faire comprendre qu'à l'avenir, il faut au moins entamer la vie à trois, que à deux, c'est définitivement rétrograde et que pour être moderne, il faut envisager cette polyunion au minimum à trois. Vous avez un autre terme qui a été inventé, la pansexualité, qui a même un synonyme, l'omnisexualité. Il s'agit, nous dit-on, d'être ouvert à des relations sexuelles indifféremment de toute considération de sexe anatomique et de genre. Donc, être ouvert justement à ses partenaires, hommes, femmes ou transgenres ou agenres.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un vocabulaire adjacent qui est là pour vous culpabiliser. Durant tout le débat à propos de la dénaturation du mariage, vous avez été rabâché de l'accusation d'homophobie. Je vous rappelle que l'homophobie, c'est un concept inventé par le lobby homosexuel au cours d'un congrès aux États-Unis du lobby pour essayer de trouver une méthode qui allait museler ses opposants. Eh bien, comme si cela ne suffisait pas, ils ont inventé d'ores et déjà de nouveaux concepts, la transphobie et la biphobie. Or, que nous dit-on? Comment faut-il comprendre ces termes? Eh bien, pour ne pas nous laisser aller à une quelconque interprétation, nous nous contenterons de la définition qu'en donne le journal Le Monde, une référence. Le journal Le Monde, dont le patron est Pierre Berger, un homme si sympathique, financier de toutes les causes du Parti Socialiste au lobby LGBT, eh bien, il ne peut donc qu'être bien placé pour donner la définition exacte de ces termes. On lit donc dans le journal Le Monde que la biphobie est le fait d'avoir une attitude de peur, de discrimination ou de haine des bisexuels, des pansexuels ou des omnisexuels. Mais plus fort encore, tenez-vous bien, vous êtes tous ici déjà des délinquants en puissance, puisque on nous dit dans le même article que le mariage monogame est de facto biphobe et que ceux qui ne réclament que ça le sont aussi. Donc, nous sommes ici une assemblée sans aucun doute de défenseurs de la famille réactionnaires, rétrogrades, aux yeux de tous ces bien-pensants modernes, et nous sommes attachés à un mariage entre un homme et une femme qui fait de nous, semble-t-il, de facto des biphobes et des transphobes, puisque nous ne voulons pas envisager de nous étendre à une polyunion avec des transgenres. Mais ceci n'est pas qu'une simple folie propagée par quelques académiciens qui mériteraient plutôt la camisole de force. Non, ceci fait l'objet de travaux jusqu'à l'Élysée pour établir un agenda qui doit mettre en place dans l'arsenal juridique la condamnation de la biphobie et de la transphobie. Le lobby LGBT, si bien placé dans l'entourage de François Hollande, notamment à travers un cercle qui s'appelle Homosexualité et Socialisme, qui est le lobby LGBT au sein du PS, eh bien, ce lobby qui a accompagné François Hollande dans toute sa campagne pour conquérir l'Élysée, a obtenu différents engagements de la part de celui-ci. Des engagements que vous pouvez trouver sans difficulté sur le site internet d'Homosexualité et Socialisme. C'est un document qui s'appelle « Question à François Hollande, réponse de François Hollande à Homosexualité et Socialisme ». Or celui-ci s'est bel et bien engagé par écrit auprès du lobby Homosexualité et Socialisme à pénaliser la transphobie et la biphobie dont je vous ai livré la définition à l'instant par le journal Le Monde. Ça veut dire qu'à terme, si nous ne nous joignons pas à cette folie collective qui veut détruire tout ce qui est naturel, eh bien, nous devenons des délinquants en puissance. Il faut savoir qu'un autre concept, c'est la sexopolitique. Dans les lobbies LGBT, dans le milieu qui théorise l'idéologie du genre, on envisage la sexualité comme un moyen de subvertir la société, raison pour laquelle on appelle ça la sexopolitique, l'utilisation de la sexualité en politique pour subvertir la société. D'ailleurs, le gouvernement est un lupanard. Alors, vous savez que dans ce domaine-là, rien n'est laissé au hasard. Les lobbies qui mettent tout ça en place ont énuméré méthodiquement toutes les courroies de transmission, tous les vecteurs qui permettent
de modifier la pensée de nos contemporains. On nous dit qu'il faut pour cela, eh bien, s'emparer de l'école. C'est ce que l'on constate avec Nayat Vallaud-Belkacem, Vincent Payon d'abord, et puis Nayat Vallaud-Belkacem à l'Éducation nationale, s'emparer de l'école pour prendre en main dès la plus petite enfance les enfants, de façon à les endoctriner avec ces nouvelles idéologies contre nature. On nous dit qu'il faut s'emparer de l'université, s'occuper du langage, des médias, de la mode vestimentaire, de la pornographie, du cinéma, de la télévision, de la littérature, des spectacles, de la publicité, que rien, en somme, de ce qui fait notre quotidien ne doit être laissé au hasard et que tout doit converger jusque dans les plus petits détails pour endoctriner la population et anesthésier toute possibilité qu'elle aurait de s'apercevoir encore de toutes les perversions auxquelles on veut l'abreuver. Je vous signale une illustration en termes de publicité. C'est par exemple la chaîne de supermarchés Casino qui, pour la fête des mères, avait envisagé et mis en application un slogan qui, au moment même, pouvait être particulièrement hermétique. Il s'agissait, pour la fête des mères, d'avancer dans le supermarché avec ce slogan « Casino avec les mamans et les papas qui sont des mamans comme les autres ». Bien, vous voyez bien sûr qu'au moment même, la ménagère n'a sans doute pas dû comprendre quel était l'étonnant artifice de ce slogan, mais quand vous le remettez dans son contexte, dans ce plan global de nouvel ordre sexuel mondial et de volonté de nous imposer la théorie du genre, vous voyez que les publicistes participent bien activement à ce conditionnement de l'opinion publique. Il en va de même pour les spectacles. Quelques-uns d'entre vous, au moins, doivent avoir déjà entendu parler de Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven a fait notamment l'objet de la presse people, des attentions de la presse people, parce qu'on pourrait dire que c'est, selon le jargon moderne, un des amours polyfidèles de Carla Bruni. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ce personnage est aussi à 16 heures animateur de radio, philosophe, ça va sans dire, tout le monde est philosophe aujourd'hui, et metteur en scène de spectacle. Or donc, il a mis en scène les ouvrages du marquis de Sade. Et dans une interview, en janvier 2013, il déclarait ceci, je cite, « La liberté, voilà ce qu'elle implique. C'est la neutralité morale des phénomènes et donc la possibilité de violer quelqu'un si moi ça me fait plaisir. » Cette déclaration-là, imprimée dans un grand quotidien belge, n'a fait l'objet d'aucune critique. Le journaliste n'a pas relevé l'aspect ignoble de cette déclaration, mais par la suite, dans les jours qui ont suivi, pas un seul journaliste, dans aucun média, n'a relevé cette déclaration. Personne, à part nous, n'avons dit que Raphaël Enthoven est un pouce au crime qui a désormais l'aval de ces institutions internationales qui veulent nous imposer ce nouvel ordre sexuel mondial. Et que la théorie du genre que l'on inculque dès à présent dans les écoles n'est qu'un des éléments qui doit permettre de libérer toutes les perversions humaines et de les rendre demain légales, comme si elles appartenaient à un éventail de sexualité
parmi lesquels vous êtes invités à choisir, et comme si tout cela se valait, comme si l'union d'un homme et d'une femme, dans un cadre de création d'un foyer familial, équivalait à une union homosexuelle, transgenre, ou même zoophile, ou même issue du viol, parce que dans leur esprit, la liberté doit être totale, et comme elle doit être totale, aucun interdit ne doit subsister. Alors, dans le domaine de la mode, on voit bien aussi à quel point tout cela est savamment orchestré, et en parallèle d'ailleurs avec le concours Eurovision de la chanson, vous avez tous remarqué la femme à barbe Conchita Wurst qui a gagné le concours Eurovision de la chanson et qui, à la fin de ce mois, est invitée à chanter devant le Parlement européen. Donc rendez-vous compte à quel point tout ça est savamment orchestré. Le fait qu'un tel personnage, je vous dis, oh là, la femme à barbe, autrefois c'était une animation des fêtes foraines. Aujourd'hui, c'est un modèle de société. Un modèle de société vanté par tous les groupes du Parlement européen, quasiment. 5 groupes sur les 7 groupes constitués au Parlement européen ont validé cette invitation à ce que le travelot Conchita Wurst se produise devant le Parlement européen. Eh bien, dans la mode, c'est la même chose. Vous avez l'émergence de l'utilisation de mannequins transgenres. Vous avez notamment le grand couturier notoirement homosexuel Jean-Paul Gaultier qui s'est fait une spécialité d'utiliser des mannequins transgenres pour présenter ses vêtements féminins. Vous avez le grand magazine de mode Vogue qui, sur papier glacé, a fait sa une avec une robe de mariée Jean-Paul Gaultier portée par un mannequin transgenre. Vous avez une société de vente de vêtements par correspondance hollandaise, Emma, qui a présenté les sous-vêtements féminins vendus par correspondance portés par un mannequin transgenre, un homme à l'apparence extérieure féminine après avoir avalé longuement des hormones dotant son aspect extérieur d'un aspect féminin alors que c'est un homme. Mais tout ça vraiment, tout ça démontre à quel point rien n'est laissé au hasard. Il est enseigné dans les universités. J'insiste sur le fait que c'est bien une démarche mondiale et qu'en ce moment, eh bien, la théorie du genre, elle est enseignée dans des universités françaises, belges, hollandaises, suisses. Elle est aussi enseignée dans des universités en Asie. Elle est aussi enseignée dans des universités aux États-Unis. C'est vraiment parfaitement coordonné pour que, sur quasiment tous les continents, rien ne nous permette d'échapper à cet endoctrinement. Alors, rappelons quand même, pour illustrer cela, la fameuse affaire David Reimer et le médecin John Monnet. La première fois que la théorie du genre a été, disons, expérimentée de façon chirurgicale, c'était aux États-Unis un médecin qui a été considéré longuement comme la référence dans les universités américaines en matière d'idéologie du genre, et donc qui en 1966 a accueilli dans son cabinet médical des parents qui venaient présenter leur petit garçon, David Reimer, victime d'une circoncision ratée. Victime d'une circoncision ratée, ses parents demandaient à ce que le médecin John Monnet trouve le moyen de réparer les effets de cette circoncision. Et la seule réponse du docteur John Monnet a été de dire à ses parents que leur fils devait devenir une fille. Et qu'on allait donc, dès la prime enfance, faire suivre à cet enfant un traitement hormonal de façon à ce que son corps, petit à petit,
se transforme en celui d'une petite fille. Et la situation est devenue telle qu'à l'adolescence, ce garçon, en cachette, est parvenu à obtenir des hormones masculines pour tenter d'inverser le processus qu'on lui avait fait subir durant son enfance. Et ensuite, arrivé à l'âge adulte, s'est suicidé après avoir livré à un journaliste le récit complet de tout ce qu'on lui avait fait subir et qu'il a décrit comme une véritable expérience digne du docteur Frankenstein. Or donc, eh bien, c'est ce fameux docteur John Monnet qui, dans les universités américaines, a longtemps considéré que ce type de traitement était une réussite. Vous avez une autre illustration de cette folie. Vous avez eu en mars 2013 un transgenre d'apparence masculine, mais né femme, qui a donné naissance à un enfant et qui a ensuite voulu se faire déclarer auprès de l'état civil comme le père de l'enfant. Imaginez la situation psychologique de cet enfant à qui on dit que la personne d'apparence féminine qui a accouché de lui est en même temps son père. Cette situation complètement digne d'un scénario d'asile psychiatrique a nécessité que les autorités allemandes, eh bien, imposent un suivi psychiatrique de cet enfant né en mars 2013. Vous avez aux États-Unis des écoles, des camps transgenres, où des parents, sciemment, volontairement, amènent leurs petits garçons de 6 à 12 ans pour qu'on leur apprenne à s'habiller en petite fille, à se maquiller comme des filles, à marcher comme des filles et à finir ce camp transgenre sous les applaudissements de leurs parents par un petit défilé sur une estrade en chaussures à talonnettes. On pourrait penser que c'est une illustration de plus de la folie qui s'empare de ce monde, mais l'élément symptomatique qui corrobore que tout cela entre dans un plan mondialiste, c'est que les initiateurs de ces camps gender pour petits garçons aux États-Unis ont été invités à la Maison Blanche et que l'un de ceux-ci est devenu le conseiller de Barack Obama en termes de politique sur la question transgenre. Oui. Encore une fois, cela démontre à quel point tout cela est méthodiquement soutenu par toutes les officines mondialistes au plus haut niveau. C'est une évidence que si tout cela avance aussi vite, c'est parce que ça repose sur des soutiens financiers impressionnants. Et là encore, c'est la démonstration de l'aspect mondialiste de cette offensive. Vous avez une internationale LGBT qui reçoit des dons des plus grands patrons, des plus importantes multinationales. Ce sont les membres des conseils d'administration de Facebook, d'Intel, d'eBay, de Nike, de Panasonic, d'Apple, de Microsoft, de Starbucks, qui contribuent très généreusement au budget de l'international LGBT et à la propagation de l'idéologie du genre. Vous avez aussi un exemple très frappant, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. L'ancien patron de Microsoft est à la tête avec son épouse d'une fondation qui a pour but de faire la promotion, en Afrique essentiellement, du préservatif et des directives en matière LGBT. Et vous savez qu'il y a notamment à ce niveau des témoignages exceptionnels que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet d'ambassadeurs africains auprès de l'ONU qui disent à quel point
eh bien, ils sont l'objet d'un chantage de la part des dirigeants de l'ONU et de la part des dirigeants des États-Unis. Le chantage est le suivant: si vous voulez des aides au développement, eh bien, cela passe nécessairement par des modifications de votre cadre législatif. Et les pays africains, qui sont fort heureusement pour eux plus réticents que nous à céder à toute l'inversion des mœurs, eh bien, se voient imposer ce chantage. Si vous voulez ces aides financières, si vous voulez lutter contre la faim, si vous voulez des budgets pour construire des écoles, eh bien, modifiez la loi sur la prostitution, sur l'avortement, sur le mariage des homosexuels. Ce sont autant de contraintes que l'on impose de cette façon-là. Les idéologues du genre, eh bien, vous en avez toute une flopée, tout un éventail qui ont tous savamment joué sur leur crédit universitaire. Là encore, c'est le résultat d'une consigne donnée autrefois dans le lobby LGBT dans les années 1980, c'était de dire: si vous voulez modifier l'opinion publique, encouragez un maximum de vos militants à devenir des professeurs d'université. Parce que de la sorte, tout ce qu'ils vont propager bénéficiera d'un crédit universitaire et académique. Non seulement vous allez influencer vos étudiants, mais vos publications seront systématiquement des publications universitaires qui vont ainsi participer à une modification de la pensée générale dans la planète. Eh bien, on le voit, vous avez quelqu'un comme Judith Butler, qui est la première idéologue du genre aux États-Unis, qui a publié le livre en 1990 déjà, Troubles dans le genre, sous-titré pour un féminisme de la subversion. Rien que ce sous-titre est déjà significatif. Cette volonté assumée de son aspect subversif. Eh bien, Judith Butler, figurez-vous, est invitée à la fin de ce mois à faire une conférence à l'Université catholique de Louvain, l'une des plus anciennes universités catholiques de toute l'Europe. Une université catholique dans laquelle, au niveau du conseil d'administration, on trouve 3 évêques. Et c'est dans ce contexte-là que l'idéologie du genre va être promue. Vous avez quelqu'un comme Monique Wittig, c'est une idéologue du genre française, celle-là, qui explique, je cite, qu'il faut détruire politiquement, philosophiquement et symboliquement les catégories d'hommes et de femmes. Vous avez une autre référence très importante dans les milieux universitaires, Éric Fassin. Éric Fassin est sociologue, promoteur de la théorie du genre en France, professeur à l'École normale supérieure et auteur recommandé par le principal syndicat de l'enseignement, le SNU-FSU. Or, Éric Fassin déclarait, je cite, « Ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale. » Vous voyez ? C'est cette inversion méthodique de toutes les normes. Tout ce qui était bien doit devenir mal. Tout ce qui était anormal doit devenir normal. Rien n'est laissé au hasard. Je relie ceci directement à la pensée transhumaniste. Le docteur Dickès devait initialement vous tenir un exposé sur ce sujet, la pensée transhumaniste. Et là, ce docteur Dickès est victime d'un grave problème de santé qui l'empêche d'être parmi nous aujourd'hui. Et je vous demande de prier pour son pro-rétablissement parce qu'il a été victime d'une très grave hospitalisation et se remet lentement de celle-ci. La pensée transhumaniste
est notamment promu par une association mondiale du transhumanisme qui vise à ce que, en beaucoup de domaines, le robot prenne la place de l'homme. C'est ce que l'on retrouve dans la pensée d'une autre idéologue du genre, Donna Haraway, qui a publié ce qu'elle appelle le manifeste cyborg. Pour ceux qui sont un petit peu habitués au langage des ouvrages de science-fiction, le cyborg est ce qu'on imaginait être le robot intelligent. Ça semblait autrefois être de la science-fiction. Mais Pierre Hillard ne manque jamais une occasion de vous dire qu'il faut lire absolument deux ouvrages, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et 1984 de George Orwell, parce que ces ouvrages n'étaient pas de la science-fiction mais de l'anticipation, ce qui est bien différent. Et à quel point finalement tout cela a été programmé depuis bien longtemps, puisque ces ouvrages ont été publiés dans les années 30 et que le père d'Aldous Huxley était bien placé pour savoir ce que les mondialistes prévoyaient, puisque son père était à la Société des Nations, un personnage très important, la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Or donc, le manifeste cyborg, promu parmi les idéologues du genre, se veut, nous dit-on, je cite, fidèle au féminisme, au socialisme et au matérialisme. Il s'agit notamment, dans ce domaine, d'envisager l'aspect artificiel de la reproduction. La PMA, la GPA, auquel certains vous appellent, contre laquelle certains vous appellent à vous mobiliser, eh bien figurez-vous que c'est déjà dépassé. Ce n'est même pas encore voté par l'Assemblée nationale, que chez les mondialistes, on est déjà une étape bien plus loin. C'est l'idée d'un utérus artificiel. Un robot utérus qui doit porter l'enfant. Dans ce projet du transhumanisme et de la société cyborg, la sexualité ne doit plus être que récréative et la procréation doit être entièrement conviée à l'aspect artificiel. Et vous avez des savants qui sont payés des sommes colossales pour mettre au point cet utérus artificiel, ce cyborg qui portera les enfants sur base d'une insémination. Le cyborg, le transhumanisme, vous pouvez vous dire que c'est bien loin, qu'il n'est pas possible d'arriver à ce stade-là, que tout cela ne peut pas devenir vrai. Et pourtant, regardez ce que les transhumanistes ont déjà mis en place dans le domaine militaire, par exemple. Il suffit. Si vous êtes invité à un salon de l'armement, de l'industrie de l'armement, vous pouvez trouver dans les allées différentes sociétés qui vous proposent des robots destinés à l'utilisation militaire. Vous avez notamment une société israélienne, mais aussi une société américaine qui propose ce robot dans lequel le soldat va s'enfermer comme une espèce de carapace, et ce robot va fournir tout l'effort surhumain que le soldat pourra utiliser sur le front. Donc par exemple, pour porter une charge qui n'est pas normalement supportable par un homme, eh bien, c'est ce robot qui sert de carapace au soldat qui porte la charge, qui porte aussi des armes tout à fait innovantes et qui en même temps continue d'avancer même si le soldat lui est blessé. Eh bien, ce n'est qu'un des exemples de la mise en place de ce transhumanisme. Vous avez en Belgique et aux Pays-Bas, dans des maisons de retraite pour personnes du 3e ou 4e âge, la mise en place de robots qui tiennent compagnie aux personnes âgées.
des robots dits intelligents qui ont une capacité de conversation variable en fonction des propos tenus par la personne âgée. Donc une capacité assez extraordinaire, quasiment infinie, de conversation avec les personnes âgées. Et bien sûr, dans ce monde moderne, on voit ça positivement. On voit ça comme une façon de pallier à la solitude des personnes âgées. On ne se dit pas que ce serait tellement plus normal que les petits-enfants et les enfants aillent voir leurs grands-parents qui sont dans la solitude, dans la détresse. Non, on dit qu'on va leur offrir un robot intelligent. Ça, c'est la pensée transhumaniste. Eh bien, comprenez, tout ça est en train de se mettre en place. Au Japon, la démographie s'effondre. On pense que la disparition du Japon est désormais une éventualité possible parce que la démographie est tombée sous le seuil de remplacement de population. Eh bien, vous avez des gens qui ont l'âge d'être des grands-parents à qui on offre un robot à l'allure de petits garçons ou de petites filles, de façon à ce que les grands-parents n'aient pas le sentiment de frustration de ne pas avoir de petits-enfants. Ils ont un robot qui leur tient office de petit-enfant. Comprenez bien où je veux en venir. Cette société, ce nouvel ordre sexuel mondial est bien en train de s'imposer sur tous les continents, sans exception, par différents modes, et notamment le chantage, comme en Afrique, parce que ces organismes sont ceux qui détiennent le pouvoir au plus haut niveau, l'ONU, l'UNICEF, le Conseil de l'Europe. Ils sont aidés par les plus puissantes multinationales, ils disposent de moyens colossaux et toutes les autorités politiques des pays de l'Union européenne, eh bien, en sont les complices. Et nous ne parviendrons pas à envisager la moindre défense de la famille si nous ne mesurons pas ces aspects-là. Pas la peine de manifester en chantant et en dansant sur les grands boulevards avec de la musique techno pour dire non, non, non à la GPA, oui, 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 à la je ne sais quoi. Bien non, tout cela ne sert à rien si on ne comprend pas la véritable dimension de cette problématique. Il ne s'agit pas de combattre Nayab Vallaud-Belkacem parce que c'est Nayab Vallaud-Belkacem. Il s'agit de combattre le plan de subversion mondiale de la famille. Il s'agit de combattre le nouvel ordre sexuel mondial. Et si on ne comprend pas ça, on est incapable d'obtenir le moindre résultat. On se trompe de cible et on ne peut pas obtenir un quelconque résultat positif. On détourne les vrais défenseurs de la famille des véritables enjeux. Voilà ce que je tenais à vous dire parce que je sais que vous ici, vous êtes des militants bien soucieux de vous informer des véritables dessous des cartes et c'est ce que nous voulions vous offrir à travers un tel colloque, disposer de toute une série d'indices pour identifier les véritables adversaires. Merci de votre attention. Nous allons donc vous demander de rester encore quelques instants pour la dernière intervention, celle de monsieur l'abbé Bouchakour, qui a bien voulu nous faire le mot de conclusion de ce colloque. Voilà, monsieur l'abbé Bouchakour, si vous voulez bien,